Tu fais la conférence en anglais. Ah non, non. Voilà, voilà. Et vous pouvez commencer quand vous le sentez. Ouais, c'est parti. Il n'y a pas de micro. Non, non, la salle est assez petite en fait, donc ça va. Bonjour, nous sommes le 9 juin 2022 et nous tenons une nouvelle séance du séminaire que nous organisons depuis plusieurs mois sur l'histoire de la CGTU. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir David Noël qui va nous faire une conférence sur l'histoire de la CGTU dans le Pas-de-Calais. Alors, je vais dire quelques mots sur David Noël. Certains d'entre vous le connaissent peut-être parce que non seulement il est historien, professeur d'histoire et il travaille dans un collège, il enseigne dans un collège qui se situe dans un village, une ville qui s'appelle Le Forêt. Tout à fait. Voilà. Et il est connu parce qu'il a connu quelques aventures, on va dire comme cela, politiques à Hénin-Beaumont, puisqu'il a été pendant une mandature conseiller municipal d'opposition avec Marie au Front National. Donc, David est issu d'une famille ouvrière, puisque son père était à l'origine plombier, et il est ensuite acquis des qualifications, il a progressé dans son métier, et sa mère travaillait dans la caisse de secours minier. Voilà, donc elle était secrétaire, donc il est issu, comme on dit, d'extraction prolétarienne, disons, et c'est donc normal qu'il ait premièrement décidé de rédiger une thèse qui s'intitule Le PCF et la CGTU dans le département du Pas-de-Calais entre les deux guerres. Et cette thèse est dirigée par quelqu'un que des gens, ceux qui fréquentent l'Institut d'histoire sociale et ses initiatives, connaissent bien, puisqu'il s'agit de Jean Vigreux, qui donc dirige cette thèse, et cette thèse qui sera soutenue à l'automne prochain. Mais David est aussi un militant syndical, il est membre du bureau départemental et de l'Académie de la CGT Éducation. Il est aussi responsable à l'union locale de Lens et Hénin-Beaumont. Et il est aussi membre de la commission exécutive de l'union départementale du Pas-de-Calais. Donc c'est à ce titre qu'il va nous parler d'une histoire syndicale, qui est une histoire syndicale, vous allez l'entendre, particulière. Il va nous donner un éclairage sur cette histoire singulière et il va nous introduire dans le dédale de ce temps long qui a beaucoup marqué la région du Pas-de-Calais et qui continue, je pense, d'une certaine façon d'être encore active aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci André pour cette présentation. Donc, merci beaucoup à l'IHS pour l'invitation. Je suis très honoré de venir faire une petite présentation sur une partie de mes recherches. Donc, je vais parler aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire donc de l'histoire de la CGTU dans le Pas-de-Calais. Donc, c'est à partir de mes travaux dans le cadre de ma thèse qui croise à la fois l'histoire du Parti communiste et de la CGT et qui évoque les autres organisations de ce qu'on appelle la galaxie communiste. Donc, j'ai intitulé cette présentation du grouchotisme au Front populaire, histoire de la CGT unitaire dans le Pas-de-Calais. Alors, pour commencer, donc, le département du Pas-de-Calais, on peut peut-être voir une petite carte à l'écran. Si on peut la diffuser, si on peut diffuser en direct le PowerPoint. Alors, je partage. Ouais. On attend les images, mais elles vont arriver, vous allez patienter. Alors, merci. Donc, le département du Pas-de-Calais, c'est un territoire privilégié pour étudier le syndicalisme militaire. Alors, c'est un document, là, ici on voit une carte ancienne, hein,
donc un département qui est anciennement industrialisé, qui est industrialisé donc, au milieu du 19e siècle, un département qui est doté d'une façade portuaire active, qui est dominé par les ports de Calais et de Boulogne, et un département qui possède aussi un important bassin minier industriel qui attire dans l'après-guerre de nombreux travailleurs étrangers. Un département qui va être donc, marqué par le syndicalisme minier essentiellement, et donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est essentiellement une histoire centrée sur le syndicalisme minier, et on verra les chiffres, il y a d'autres professions, il y a des portuaires, il y a des métallos, il y a des cheminots, donc il y a d'autres professions qui sont organisées dans ce département. Donc on peut peut-être regarder sur la deuxième diapo la carte du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Et donc, on voit ici sur cette deuxième diapo ce bassin minier autour de Lens et de Béthune dans le Pas-de-Calais qui se poursuit à l'est en direction de Douai et Valenciennes. Une grande partie de l'histoire de la CGT militaire, elle se passe dans ce bassin minier. Et ce serait un peu la même chose pour le Parti communiste, puisque j'ai un peu fait une histoire croisée dans ma thèse. Et on s'aperçoit que vraiment la grosse concentration des effectifs, à la fois politiques ou syndicaux, se trouve dans les arrondissements du bassin minier et un peu sur la côte, dans le secteur de Boulogne et Calais, mais de manière plus résiduelle, l'intérieur des terres étant, on va dire, territoire de mission pour les militants syndicalistes et pour les militants politiques. Donc ce département est marqué par le syndicalisme minier, par des affrontements entre les syndicalistes révolutionnaires du jeune syndicat de Boulogne-Rochot et les réformistes du vieux syndicat dirigé par le maire de Lens, Émile Basny. Dans ma première partie, je voudrais vous parler d'abord de la scission de la CGT et de la naissance de la CGT unitaire dans le Pas-de-Calais. Et donc, si on peut passer à la diapositive numéro 3, merci. On voit ici la façade d'un bâtiment qui est classé monument historique, qui s'appelle la Maison syndicale des mineurs, qui a été inaugurée en 1911, qui a été détruite pendant la guerre, reconstruite en 1922, qui donc existe toujours aujourd'hui à Lens, qui est un vaste bâtiment qui montre la puissance du syndicat des mineurs, qui est doté dans son arrière-salle d'une salle de cinéma, le cinéma du Quentin, qui a été actif encore jusqu'aux années 1970. Donc une vaste imprimerie, des vastes bureaux. Aujourd'hui, ce bâtiment donc, appartient à l'agglomération de Lens-Liévin et qui a notamment son service du patrimoine. Alors, ce bâtiment est peut-être emblématique de la puissance du syndicalisme minier. Peut-être quelques éléments sur Émile Basny, Benoît Rouchou, le clivage qui oppose ces deux dirigeants. Donc Émile Basny qui est emblématique du syndicalisme réformiste et Benoît Rouchou qui va être emblématique du syndicalisme révolutionnaire d'aspiration anarchiste. Et peut-être pour commencer, je vais vous lire un extrait d'un livre bien connu, Fils du peuple de Thorez, qui parle de son grand-père. Donc Thorez écrit durant la grève, Clément Baudry, mon grand-père, se dépensa sans compter. Vieux militant ouvrier, il avait adhéré dès la première heure au syndicat fondé par Basny. J'aimais l'entendre. Il me racontait l'histoire de sa vie et de ses luttes. Sa vie, elle était illuminée par sa passion pour le syndicat comme classe ouvrière. Récits toujours nouveaux de grèves, de batailles et d'efforts, où claquaient comme des drapeaux les noms de Basny et de Jules Guesde. Le grand-père tempêtait contre les faux frères, contre le jeune syndicat de la CGT opposé au vieux syndicat de Basny et de Lamanda. Les deux syndicats se livraient une âpre bataille, et dans ces pays du Nord où les traditions des anciens compagnonnages et leur rivalité demeuraient vivaces, on en venait parfois au coup. L'influence des Brouchoutards était grande à Courrières et à Lens. Sur son maigre salaire, il ne manquait pas de prélever d'abord, bien qu'il eût 10 enfants à élever, la cotisation syndicale. Puis, 2 sous par semaine pour son journal Le Réveil du Nord. Sur la fin de sa vie, il lisait régulièrement le journal communiste L'Enchaîné. C'est un témoignage que je trouvais extrêmement intéressant parce que Thorez, en fait, dit que son grand-père était vieux syndicaliste, mais attaché à la vieille organisation, au vieux syndicat réformiste de Basny, et au modèle qui est constitué autour de ce vieux syndicat réformiste. C'est un modèle qu'on pourrait qualifier de modèle presque de modèle travailliste à l'anglaise, un modèle où finalement le parti politique, donc la SFIO du Pas-de-Calais, est issu quelque part du syndicat. Un modèle où les députés mineurs, dont les plus emblématiques sont donc Émile Basny ou Arthur Lamanda, sont issus du syndicalisme.
Alors, on voit sur la plaque inaugurale de la maison syndicale des mineurs les noms des dirigeants du vieux syndicat au moment de son inauguration en octobre 1911. Donc, on voit le nom d'Émile Basely, président du vieux syndicat des mineurs, Henri Cadot, le vice-président, Arthur Lamanda, secrétaire général. Laure Basely sera député maire conseiller général de Lens. Henri Cadot, il sera plus tard maire de Bruay-en-Artois et sénateur. Et Arthur Lamanda, député et maire de Liévin. En dessous, on a d'autres noms connus comme Uriane Souriau, qui sera maire de Courrières, ou encore Alfred Maes, donc en bas de la plaque. Alfred Maes, qui sera le successeur d'Émile Basely à partir de 1928, à la tête du syndicat des mineurs et à la tête de la mairie de Lens. Cette maison syndicale des mineurs est un peu, quand on voit la liste des membres du conseil d'administration du syndicat des mineurs qui est dans l'entrée dans le hall de la maison syndicale des mineurs, on voit la puissance de ce syndicat, d'un syndicat basé sur un modèle travailliste dans lequel les chefs du syndicat se font élire maires et ensuite députés. Ce sont des députés mineurs issus du syndicalisme, mais des députés mineurs, des députés mineurs réformistes. Alors, sur l'opposition entre Basely et Brouchou, donc, je ne peux que vous renvoyer au célèbre article de Jacques Julliard dans le mouvement social qui date de 1964, ça ne nous rajeunit pas. Donc, l'article s'appelle « Jeunes et vieux syndicats chez les mineurs du Pas-de-Calais ». Donc Jacques Julliard avait étudié notamment le témoignage de Pierre Monat sur sa venue dans le Pas-de-Calais pour aider Benoît Brouchou et le jeune syndicat. Notamment, donc, Monat a assisté à la grève qui a fait suite à la catastrophe des mines de Courrières de 1906. En réalité, rapidement, quand au congrès d'Alais en 1902, plusieurs syndicats, dont celui de Monceau, ont quitté le syndicat des mineurs pour fonder une fédération nationale concurrente qui s'appelle l'Union fédérale des mineurs. Et dans le Pas-de-Calais, après l'échec de la grève de 1902, les militants révolutionnaires ont donc fondé la Fédération syndicale des mineurs du Pas-de-Calais, qui va être rapidement surnommé le Jeune Syndicat, qui adhère à cette Union fédérale des mineurs. Donc son premier responsable s'appelle Loup de Mai, et c'est un militant guédiste. Et donc cette fédération réclame son affiliation à la CGT, comme le vieux syndicat également. Et en fait, la CGT, évidemment, ne peut pas accepter deux syndicats des mineurs, concurrents. Donc, il faut bien les pousser à se réunifier pour permettre leur affiliation. Mais les divergences entre les deux organisations, l'une étant réformiste et l'autre d'inspiration syndicaliste révolutionnaire et anarchisante, les divergences sont tellement grandes entre ces deux organisations que la réunification ne se fait pas. Et la grève de 1906, à la suite de la catastrophe des mines de Courrières, va encore aggraver la situation. Alors, quelques mots sur Benoît Brouchou. Benoît Brouchou, lui, il est originaire de Mont-sur-les-Mines, il est né en 1879. Il débarque à Paris en 1898, il commence à militer dans les milieux anarchistes. De retour à Mont-sur-les-Mines en 1900, il est arrêté à la suite de son discours prononcé lors des obsèques d'un métallo-gréviste tué par la police. Et Brouchou est condamné pour excitation au meurtre et au pillage, injure à l'armée, parole outrageante au gouvernement parlementaire. C'est une des nombreuses condamnations dont il fera l'objet tout au long de sa carrière militante. À peine libéré, il est à nouveau condamné pour avoir frappé un commissaire. Donc en cavale, il quitte la région de Mont-sur-les-Mines, a réussi à se faire embaucher en 1902 sous un faux nom comme mineur à Lens. Donc il va participer à la grève de 1902 et ensuite il est emprisonné quelque temps, il sort de prison en 1903, donc il s'implique dans le jeune syndicat, il devient l'unique permanent du jeune syndicat, rédacteur en chef du réveil syndical, qui va être baptisé l'Action syndicale, et donc là peut-être on peut passer à la diapo numéro 8. Donc, on voit ici Benoît Brouchou, photo de Benoît Brouchou en 1912, sa notice dans le Carnet B du Pas-de-Calais, et la une du journal L'Action syndicale de 1904. La une de l'Action syndicale qui est tout un programme donc, contre les religions, contre le militarisme, contre le patronat et les fumistes étant évidemment les réformistes du vieux syndicat de Basely, Lamandin et de leurs amis. Et donc Benoît Brouchou devient le dirigeant du jeune syndicat qui prend donc, une orientation vraiment syndicaliste révolutionnaire et anarchisante. Donc là on peut passer la parole à Pierre Monat qui témoigne. Donc cité par Jacques Julliard, donc Monat qui écrit « Lorsque j'arrivais dans le Pas-de-Calais, la fédération syndicale comptait dans les 300 à 400 adhérents, répartis dans une quinzaine ou une vingtaine de sections à Lens et dans une zone de 10 à 15 km autour.
En somme, sur les 15 puits de mine du Pas-de-Calais, nous en touchions à peine le tiers. C'était peu. Mais le vieux syndicat n'en comptait certainement pas plus. Par contre, il avait des représentants dans toutes les compagnies, soit comme délégués mineurs, soit comme maires ou conseillers municipaux. Tandis que l'influence du jeune syndicat se limitait aux compagnies de Lens, de Liévin, de Pourrières, de Drocourt. Influence d'ailleurs plus grande que ne le ferait croire les effectifs, tant pour l'un que pour l'autre des deux syndicats. Donc de fait, l'influence de Groucho passe d'abord par son journal, par l'Action syndicale, qui diffusait dans les années 1900 entre 3500 et 5000 exemplaires selon les semaines. Sans forcément qu'il y ait des articles très idéologiques, hein, mais par contre, on a beaucoup de polémiques contre le Réveil du Nord qui était qualifié de l'endormeur, contre donc, les réformistes appelés les fumistes, Basile qui est rebaptisé les tsars de Lens, et donc dans tous les articles de Groucho, en fait, on ironisait sur l'ivrognerie de Casimir Beunier, le trésorier du vieux syndicat, ou sur les aventures galantes d'Émile Basile, ou encore les écarts de conduite des curés de la région, avec de nombreux articles qui dénonçaient la pédophilie de certains curés. Donc vraiment, on a un journal très antimilitariste, anti-réformiste, anticlérical, un journal qui était plutôt pas mal lu, 5000 exemplaires hebdomadaires, dans le secteur de Courrières-Drocourt, Lens-Liévin. Donc en 1905-1906, au moment de la grève des mineurs, donc un dépôt d'avant, on avait un rassemblement à Lens le 14 mars 1906 après la catastrophe de Courrières. Il existe un grouchotisme dans le bassin minier qui concurrence le syndicalisme réformiste incarné par les députés mineurs que je viens de citer. On pourrait dire que après-guerre, on va dire qu'après-guerre, le grouchotisme disparaît, mais je voudrais citer donc c'est sur la diapo 9, un texte qui me paraît intéressant. Il s'agit de la notice de l'autobiographie d'un brigadiste international qui s'appelle Hubert de Laval, qui est écrit en 1938. Donc, sur son questionnaire autobiographique, on lui demande en quelle année il a adhéré à la CGT militaire, au mouvement syndical et pour quelle raison. Et il écrit « J'ai adhéré depuis 1925, l'année où je suis descendu au fond de la mine, car il n'y avait que les grouchotistes. C'est ainsi qu'on appelait alors les membres du Parti communiste pour défendre les revendications des cannibaux. » Alors c'est intéressant parce qu'en 1925, le grouchotisme, ça n'existe plus. C'est la CGTU qui existe, qui quelque part peut-être est l'héritière du syndicalisme révolutionnaire grouchotiste. Et donc ce témoignage, cette réponse à un questionnaire autobiographique d'un brigadiste international, c'est date de 1938. Et donc pour Hubert de Laval, en fait, le grouchotisme est synonyme quelque part de communisme et de syndicalisme militaire. J'ai adhéré parce qu'avec les grouchotistes qui défendaient les cannibaux, les jeunes mineurs. Donc je trouve ça intéressant un peu sur la permanence de cet héritage grouchotiste. J'en viens donc vraiment à la naissance de la CGTU après la Première Guerre mondiale. Alors Benoît Groucho, il va faire une belle guerre, puisqu'il va d'abord il est arrêté quelque temps en tant que meneur anarchiste qui figurait au carnet B, mais il est vite relâché. Il va sur le front, il est blessé, il est gazé. Donc finalement, il n'a pas démérité sur le front. Et après-guerre, il se retrouve en région parisienne et il ne va plus retrouver les responsabilités militantes qu'il avait avant-guerre. Alors, lors du congrès de Lyon en septembre 1919, après la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit que les syndicats opposés à la majorité confédérale sont très minoritaires dans le Pas-de-Calais. Mais les divisions vont s'accentuer, notamment au lendemain des grèves du printemps 1920, dans lesquelles le syndicat des mineurs du Pas-de-Calais s'était engagé sans enthousiasme. Ces grèves étaient souvent animées par d'anciens grouchotistes comme Georges Haven, donc un ancien grouchotiste qui militait dans le secteur d'Auchel. Alors les grèves du printemps 1920, donc elles commencent d'abord dans le Nord avec 50 000 ouvriers et ouvrières en grève à Roubaix et à Tourcoing. Donc le journal de Roubaix, qui est un journal quotidien proche du patronat textile, donne le chiffre de 32 000 grévistes sur 33 000 ouvriers à Roubaix, 25 000 grévistes à Tourcoing, 2 800 à Ouascal, 2 500 à Wattrelos, 600 à Huin, près de la frontière belge. Donc là, on est dans le département du Nord.
Et donc, dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent, c'est le Pas-de-Calais qui se met en mouvement avec la grève qui touche le bassin minier et les mineurs. Mais d'après le Populaire, qui à l'époque, aux mains de la tendance, qui est donc à l'époque aux mains de la majorité du Parti socialiste, et qui s'oppose à la fois aux anciens réformistes, qui s'oppose également aux communistes. Donc d'après le Populaire, qui tacle la presse bourgeoise. La presse bourgeoise est toujours la première à prendre au prétexte des mouvements ouvriers que la vie chère provoque pour servir à ses lecteurs des hypothèses sensationnelles. À propos du conflit qui vient d'éclater chez les mineurs du Pas-de-Calais, elle en aperçoit la cause dans l'antagonisme entre le vieux syndicat et le syndicat Rouchou. Elle accepte les yeux fermés les déclarations officielles suivant lesquelles la grève du Pas-de-Calais aurait un caractère révolutionnaire. Il n'y a pour le moment rien de vrai dans ces prévisions et ces hypothèses. La grève qui vient d'éclater dans le Pas-de-Calais est purement locale. Alors ça, c'est le Populaire qui nous dit ça. En fait, la presse socialiste, elle cherche à mettre en avant, au printemps 1920, le caractère local et pas révolutionnaire d'une grève lancée contre la vie chère, et une manière de légitimer contre le discours des compagnies minières qui voient dans cette grève une grève politique illégitime animée par des excités d'anciens gauchotistes. Alors, le 10 mars 1920, cependant 50 000 mineurs en grève dans le Pas-de-Calais, la grève s'étend dans les concessions du département du Nord. Les compagnies minières réagissent, et puis les bâtiments de direction sont gardés par les troupes. On place des artilleurs qui sont chargés de ces services. Les compagnies minières, elles font aussi appel à des travailleurs étrangers, notamment des Polonais, pour remplacer les grévistes. Donc finalement, il y a des négociations qui sont menées. Et donc, ce sont, tellement sans surprise, les députés socialistes issus du vieux syndicat qui entament ces négociations. Donc Basely, Cadeau, Maes, Georges Richard et Charles Bogneau, députés de Douai, qui négocient avec le gouvernement et les compagnies minières. Et ces négociations débouchent sur un arbitrage qui est soumis au vote des mineurs et rejeté par référendum à 80%. Donc la direction réformiste du syndicat est désavouée. Cependant, après 3 semaines de grève, le syndicat du congrès des mineurs appelle à la reprise du travail, mais le vote est loin d'être unanime, puisque les résultats du vote sur la reprise et le poursuite de la grève donnent 123 mandats pour la reprise du travail, 68 contre et 3 abstentions. Ça, là, on est en mars 1920, et le plan national, en fait, la grève, elle débute réellement en fait, pour le 1er mai. Mais comme les mineurs du Pas-de-Calais ont été en grève 1 mois et demi plus tôt, les mineurs du Pas-de-Calais sont évidemment très réticents à repartir en grève, alors qu'ils ont fait 3 semaines de grève dure, qu'ils ont abouti, 3 semaines de grève dure qui se sont soldées par une défaite. Donc les mineurs du Pas-de-Calais sont très réticents à rentrer en grève. Ils le font parce que la CGT le demande, mais en réalité, la grève est assez peu suivie. Au contraire de celle de mars, en mai, elle est assez peu suivie. Et donc, cet échec de la grève de mai 1920 a pour conséquence d'approfondir les fractures existantes à la CGT entre la majorité confédérale et la minorité révolutionnaire, qui se renvoient l'une l'autre la responsabilité de la défaite. Pour la majorité confédérale, en fait, la défaite de cette grève, c'est la faute de ceux qui sont partis en grève trop tôt, notamment dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Et pour les minoritaires, la responsabilité de la défaite, c'est parce que au mois de mai, ils n'ont pas voulu se remettre en grève alors que les autres professions étaient en grève, notamment les cheminots. Donc au mois de mai, par exemple, les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais sont accusés d'avoir saboté la tentative de grève générale. Donc, pour la CGT, les conséquences de l'échec des grèves du printemps 1920 sont immédiates. On assiste à un net reflux des adhérents, sur fond également, on est au printemps 1920, sur fond de règlement de compte entre minoritaires et majoritaires, un règlement de compte qui déborde évidemment dans le Parti socialiste à cette époque. On en arrive, je passe donc sur le congrès de Tours, et on arrive au début 1921, avec cette fracture de la CGT qui se matérialise sur la question des CSR, donc les comités syndicalistes révolutionnaires qui se sont créés et qui regroupent les militants qui avaient participé aux grèves de l'année précédente, qui dénonçaient la frilosité, la timidité du vieux syndicat des mineurs et parfois de la majorité confédérale. Et donc, les CSR font l'objet d'une motion de condamnation lors du CCM du 11 février.
Or, les CSR étaient évidemment notamment soutenus par les partisans de l'adhésion à l'international communiste, qui viennent d'emporter la majorité au Congrès. Donc tout ça se mélange au début 1921. Et donc, lors du congrès du syndicat des mineurs, on assiste à ces divisions de tendance. Alors là, je peux citer Arthur Dubus. J'ai une photo de lui, je crois, sur la diapo numéro 12, Arthur Dubus, qui est par ailleurs l'oncle par alliance de Maurice Thorez. Arthur Dubus qui souligne qu'après une discussion parfois tumultueuse, le rapport moral fut adopté par 271 voix contre 173 et 35 abstentions. Basely ne fut réélu président que par 157 voix. Il est à peu près certain que si nos amis avaient présenté des candidats, Basely et Cadot n'auraient pas été réélus. Pour le syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, cela représente un rapport des forces de 60% pour la majorité fédérale réformiste et 40% pour la minorité révolutionnaire. Les résultats du vote du Congrès confédéral de Lille du 25 au 30 juillet 1921, donc on était à la diapo numéro 10. C'est la une de l'Humanité sur le Congrès confédéral de Lille, qui est marqué par de graves incidents, notamment il y a des chaises qui ont volé, des coups de feu, et notamment Benoît Brochou a été impliqué dans ces incidents, il a été victime, il s'est fait frapper dessus. Des chaises ont volé, Benoît Brochou il a été blessé la nuque d'un coup de nerf de bœuf. Évidemment, heureusement aujourd'hui, les congrès de la CGT ne se passent plus comme ça, on ne se balance plus les chaises et on ne se frappe plus à coups de nerfs de bœuf. Ça dépend. En tout cas, si on regarde les chiffres, on assiste à une poussée des minoritaires. Lors du congrès d'Orléans en 1920, on avait 3 syndicats sur les 40 du Pas-de-Calais qui avaient voté contre la résolution présentée par Jouot et 5 autres syndicats qui s'étaient abstenus. Or, au congrès de Lille, quand on regarde la diapo numéro 11, j'ai indiqué en rouge les syndicats du Pas-de-Calais, on se fait ici, je suis désolé, j'ai indiqué tous les syndicats du Pas-de-Calais représentés au congrès de Lille selon le compte rendu du congrès confédéral, qui est disponible sur Gallica, qu'on peut trouver, avec le nom d'adhérents des syndicats, le vote sur le rapport moral et le vote sur le rapport d'orientation. Et donc j'ai indiqué en rouge tous les syndicats qui sont des syndicats oppositionnels, qui ont voté contre le rapport moral et contre le rapport d'orientation. Et donc, on passe de 3 syndicats sur les 40 du Pas-de-Calais qui étaient oppositionnels en 1920 à 14 syndicats sur 48 qui sont oppositionnels en 1921. Alors, qui sont les syndicats oppositionnels? Il s'agit d'abord des syndicats de cheminots, Arras, Lens, Saint-Paul-sur-Ternoise. Il s'agit des syndicats de la métallurgie, Boulogne-sur-Mer, Calais et Naleta. Et en fait, ces syndicats sont les bastions des CSR dans le Pas-de-Calais. Alors, la marche vers la scission s'accélère au CCM des 19, 20 et 21 septembre. Hein, donc, je passe assez rapidement, vous connaissez tout ça. Donc, avec le vote d'une nouvelle motion condamnant les CSR, les minoritaires refusent de se soumettre, se réunissent en congrès extraordinaire du 22 au 24 décembre à Paris, rue de la Grange-Aubel. Et au lendemain de ce congrès extraordinaire, du fait, les syndicats locaux de la CGT sont donc confrontés à un choix, soit ils commandent les cartes et les timbres confédérale auprès de la CGT réformiste de la rue Lafayette ou auprès de la CGT révolutionnaire en cours de création de la rue Lagrange-Aubel. Le choix du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais est évidemment déterminant. Donc, je peux remettre la diapo numéro 12 avec Dubus et Priem, qui sont 2 des leaders oppositionnels à cette époque. Dubus qui va rester communiste et unitaire jusqu'au pacte germano-soviétique. Il quitte le parti au nom du pacte germano-soviétique, mais il est réintégré après la guerre, notamment du fait de sa relation en proximité avec Thorez. Priem va faire un très court passage à la CGT militaire, il revient très vite à la CGT, ça devient un des leaders de la CGT réformiste. Priem, lui, par contre, sera un collaborateur notoire pendant la Seconde Guerre mondiale, un partisan de la Charte du travail, un collaborateur notoire. Mais donc, en tout cas en 1921, il est partisan, il fait partie des tendances des CSR. Donc, le choix du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, de par son poids, est évidemment ultra important pour savoir ce qui va devenir de l'UD du Pas-de-Calais. Alors, dans une tribune adressée au peuple, Alfred Maes souligne, lui, l'attitude conciliante de la majorité du syndicat des mineurs. Il écrit nous ne pensons pas qu'on ait pu faire plus que ce que nous avons fait pour éviter toute idée de scission dans notre syndicat. Souvent de fois, nous avons su faire taire nos préférences.
toujours nous avons cédé dans l'intérêt de l'unité. La question qui se pose actuellement chez les militants qui ont vécu les terribles heures des dissentiments qui ont empoisonné le mouvement syndicaliste dans notre région, donc évidemment il fait référence au combat des basilicaux contre les brochoutistes, et celle de savoir si nous revivrons les heures de démagogie et de surenchère auxquelles nous avaient habitués les anarchisants à tout craint. Donc, les anarchisants à tout craint, évidemment, ce sont dans l'esprit d'Alfred Maes, ce sont les partisans des CSR qui seraient les héritiers du brochoutisme. Donc, Maes ici fait implicitement le lien entre le brochoutisme d'avant-guerre et les CSR. Et plus loin, dans le même article du Peuple, il qualifie les leaders des CSR de mauvais bergers, de syndicalistes révolutionnaires en chambre et pourrisseurs de conscience. Il oppose leur démagogie aux acquis obtenus par le syndicat des mineurs. Alors, le conseil d'administration du syndicat des mineurs se réunit le 28 juillet 1922, et malgré l'opposition des communistes comme Mange Matin, Dubus ou Desorgues, donc il est décidé que toutes les sections secrétaires refuseraient les cartes de la CGT, mais bien, le secrétaire du syndicat serait immédiatement remplacé par un majoritaire. D'après les chiffres fournis par Henri Cadot, du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais aux administrateurs de la fédération, les sections syndicales qui refusent les cartes confédérales sont peu nombreuses. Sur 650 sections syndicales, donc des sections de culmine, il n'y aurait que 16 sections, d'après Cadot, qui auraient refusé de prendre leur carte à la CGT, donc qui basculeraient du coup vers la CGTU. Donc ces quelques sections qui refusent de prendre leur carte, elles sont concentrées dans les zones de force du brochoutisme, autour de Lens et de Béthune, et la plupart des sections du syndicat des mineurs restent finalement fidèles à la CGT de la rue Lafayette. Donc les dirigeants, dirigeants minoritaires du Pas-de-Calais vont mettre sur pied une départementale unitaire. Donc j'arrive à la diapo 13, dont la réunion constitutive est convoquée en mairie d'Avion le 19 mars 1922. Donc sur la diapo 13, je vous ai mis le premier secrétaire général de l'UDCGTU, c'est Adolphe Mange-Matin. Ici, il s'agit la photo qui est ici, elle est parue dans le journal L'Enchaîné pour les élections législatives de 1928, pour lesquelles Mange-Matin était candidat. Mange-Matin a été secrétaire général de l'UDCGTU de 1922 à 1924. Il est délégué mineur à Arnes. Il sera élu en 1929 maire de Arnes. Il va rester maire de Arnes jusqu'en 1939. Mais il est exclu du Parti communiste en 1930 ou 31, en fait, très peu de temps après son élection en 29, accusé en fait de dérive réformiste. Le moment où le Parti communiste est dans la tactique classe contre classe, et Mange-Matin, qui pour se faire élire maire de Arles avec l'argicaliste, pour battre les socialistes qui le menaçait, en fait, il avait l'argicaliste avec des socialistes dissidents et le soutien implicite de la droite en fait, pour battre les socialistes. Mange-Matin, du coup, se fait virer du PC. Il rejoint l'opposition unitaire. Donc, il va être attaqué pendant quasiment toutes les années 30 dans la presse communiste comme trotskiste, diviseur de la classe ouvrière, puisqu'il a rejoint l'opposition unitaire. Il avait signé le manifeste des 22. Et il est réintégré au moment du Front populaire au Parti communiste. Donc, il meurt en 1939, quelques mois avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà Adolphe Mange-Matin, donc le premier secrétaire de l'UDI. Donc c'est Mange-Matin qui témoigne dans l'Humanité en 1922 pour le congrès constitutif de l'UDCGTU du Pas-de-Calais. Il y a 21 organisations régulièrement constituées qui sont représentées. Quelques-unes sont absentes mais sont excusées. Et Mange-Matin se félicite d'un tel résultat. Donc on est en mars 1922, juste après, ça fait que 3 mois que les minoritaires s'organisent pour créer la CGTU. Il écrit « La situation très favorable a dépassé les espérances. En moins de 3 semaines, l'UD fut créée. Dans les mois qui vont suivre, son développement ne peut que s'accentuer. » Lors du premier congrès confédéral de Saint-Étienne, du 25 juin au 1er juillet 1922, qui consacre officiellement la naissance de la CGTU, il y a 15 syndicats du Pas-de-Calais issus de 5 fédérations professionnelles qui sont représentées. J'ai fait un tableau qu'on verra tout à l'heure sur ces 15 syndicats. On compte 4 syndicats de cheminots et 6 syndicats de mineurs. Ça fait 10 syndicats sur 15 pour les cheminots et les mineurs. Alors, à l'exception du syndicat des ouvriers du bâtiment d'Avion qui va voter la motion anarchiste de Bénard,
Tous les autres syndicats du Pas-de-Calais se situent dans la majorité de la CGTU, qui formait des communistes et du groupe de la vie ouvrière. De fait, s'il existait dans le Pas-de-Calais un terreau bouchoutiste dont j'ai longuement parlé, les leaders de la minorité syndicale qui vont créer la CGTU n'étaient pas forcément syndicalistes révolutionnaires, en tout cas ne le sont plus en 1922. Ils ont pu passer par un syndicalisme révolutionnaire, ça peut être la matrice de leur engagement. En 1922, il y a des libertaires, il y a des anarchistes à la CGTU, mais qui se retrouvent en fait finalement très minoritaires. D'ailleurs, le congrès de l'UD unitaire qui se tient à Avion le 15 juillet 1923 est assez intéressant parce qu'il est l'occasion de vifs échanges entre les libertaires et les communistes, les premiers reprochant à l'UD d'avoir confié à Maurice Thorez, 23 ans à l'époque, la charge d'une tournée de propagande syndicale alors qu'il est permanent politique du PC, tandis que les communistes, à l'inverse, reprochaient aux libertaires d'avoir invité Benoît Rouchot à le congrès alors qu'il n'était plus invité dans le Pas-de-Calais. Donc, les deux camps se renvoient à la face, en fait, s'accusent l'un l'autre de vouloir instrumentaliser la CGT unitaire. Le congrès confédéral de Bourges illustre la prédominance acquise par les communistes. Sur les 21 syndicats du Pas-de-Calais représentés à ce congrès en 1923, eh bien, il y en a un seul qui vote la motion Lartigue, qui était soutenue par les libertaires, et tous les autres, dont les 8 syndicats de mineurs qui sont représentés par Thorez, qui est le délégué de ces 8 syndicats de mineurs au congrès de Bourges, vote la motion Monmousseau, donc la motion de la majorité. Finalement, début 1924, c'est la rupture entre les communistes et les libertaires qui quittent la CGTU. Pour conclure cette première partie, que effectivement, la CGTU est née sur un terreau syndicaliste révolutionnaire et apparaît comme l'héritière du gauchotisme, mais qu'au début des années 20, même si le gauchotisme a pu être la matrice de la CGTU, finalement, la CGTU en 1922-1923 est largement influencée par le Parti communiste et plus par le mouvement anarchiste et libertaire. Alors, je passe à la deuxième partie. Donc, peut-être, je vais vous montrer ici à la diapo 14 un tract de l'Union départementale unitaire du Pas-de-Calais. Ça concerne la grève de 1922, grève de 24 heures. Donc, on voit ici le bureau de l'UD unitaire du Pas-de-Calais avec Dumoulin, Gruson, Ruffin, secrétaire et Surmont, trésorier général. Donc, c'est une grève de solidarité à la suite du moment de grève du Havre. Donc, je vous montre ce petit tract de l'UD unitaire du Pas-de-Calais. Alors, on va passer à la partie suivante, un syndicat dans la galaxie communiste en lutte contre les réformistes, et peut-être faire un point sur les effectifs de la CGT unitaire. J'ai fait un graphique. Alors, en 1914, il y a 32 000 adhérents à la CGT dans le Pas-de-Calais. En 1920, au lendemain de la guerre, en gros travaux d'Annie Frigel, donc on a 66 000 adhérents à la CGT et l'explosion des effectifs. Donc après la scission, donc d'après les sources que j'ai pu étudier, alors les chiffres ne sont pas forcément précis, toute la question des chiffres, des effectifs dans un syndicat comme dans un parti politique, mais on serait aux alentours de 11 000 adhérents en 1926, 10 000 en 1927, moins de 10 000 en 1928, on passe sous la barre des 6 000 en 1934, on est à 7 000 en 1935, après avoir réunification. Pour la CGT confédérée, je n'ai pas non plus tous les chiffres, mais par exemple en 1934, on parlera plus tard, on a 43 600 adhérents pour la CGT confédérée contre moins de 6 000 pour la CGT unitaire. Donc ça donne une idée du rapport de force dans ce département avec un avantage très net à la CGT confédérée. Alors, on peut dire que la bolchevisation du Parti communiste à partir du milieu des années 20 va affecter la CGT unitaire, dont les effectifs vont diminuer. Et donc, les espérances émises par Mange Matin dans l'article que j'avais cité tout à l'heure, en fait, vont assez rapidement quand même se démentir. Et la CGT unitaire va être très vite dépassée, supplantée par la CGT confédérée, qui est beaucoup plus importante qu'elle dans le département du Pas-de-Calais. On peut mettre aussi en relation ces chiffres avec les effectifs du Parti communiste pour mettre en relation les deux organisations principales de la galaxie communiste. Donc pour l'année 26, les 11 000 adhérents estimés à la CGTU
quand même 4 à 6 fois plus nombreux que les 1800 adhérents du Parti communiste pour la même époque. La proportion entre adhérents communistes et unitaires, elle est de 1 à 7 en faveur de la CGT unitaire. Donc la CGT unitaire est beaucoup plus importante que le Parti communiste. Et je voulais vous montrer maintenant le tableau suivant, qui me paraît très intéressant. C'est le nombre de syndicats unitaires du Pas-de-Calais représentés lors du congrès confédéraux de 1922 à 1935, et donc classés par profession. Et donc, alors, il y a une subtilité, c'est que pour les syndicats de mineurs, qui font partie de la fédération du sous-sol, à la 4e ligne du tableau, donc à partir de 1927, on n'a plus qu'un seul délégué. Donc plus qu'un seul délégué, mais qui va avoir plus de voix, qui va avoir en 1927, je crois qu'il a 11 voix en 1927, en 1929 il en a 10, en 1931 il en a 7, en 1933 il en a 6 de mémoire. Donc, alors qu'auparavant, chaque syndicat de plus de 1000, par exemple, de concession, en fait, pouvait avoir son propre délégué. On sait qu'il y a 6 délégués pour la Fédération du sous-sol en 1922, 10 en 1923 ou encore 4 en 1925. Donc, les professions où la CGTU est représentée, c'est d'abord évidemment le sous-sol. La majorité des militants de la CGT unitaire dans l'entre-deux-guerres sont des mineurs. La plupart sont des mineurs. C'est aussi la métallurgie, le bâtiment, les cheminots. Et on voit que sur ces lignes-là, elles sont quasiment toujours remplies avec des délégués à tous les congrès. Pour le bâtiment, en 1933, il n'y a pas de délégué pour les syndicats du bâtiment en 1933. On voit qu'en 1935, ils sont nouveau de délégués, donc ça peut être une absence ponctuelle. Pour la fédération de la métallurgie, donc il y a toujours au maximum entre 1 et 4 syndicats de métallurgistes qui sont représentés au congrès confédéraux avec des délégués, sauf pour l'année 33. Évidemment, pour le sous-sol, ils sont toujours représentés. Ensuite, on a le textile. Le textile, donc, dans le département du Pas-de-Calais, il est plutôt concentré sur la côte, dans la région de Calais. C'est là que se trouvent les usines textiles. Il n'y a pas toujours il y a peu de syndicats du textile qui sont représentés au congrès confédéraux. Il y a un délégué, un syndicat représenté, un délégué. Je pense que c'est le syndicat des tuilistes de Calais qui est représenté, et pas pour toutes les années. On a le syndicat des employés avec Charles Level, qui va être le délégué du syndicat des employés. Charles Level, qui a succédé à Mange Matin comme le secrétaire de l'Union départementale en 1924. C'est un militant communiste dont je vais reparler. Il a été secrétaire de l'Union locale, secrétaire de l'UDCGTU, et donc dans le civil, il était représentant en assurance. Et donc, il était donc représentant du syndicat CGT unitaire des employés. On a la Fédération du Verre avec des syndicats organisés autour de Arc. On a des syndicats des PTT en 1925, 27, 29. Et après, ils disparaissent en 31. On a un syndicat de PTT qui réapparaît en 1933. Des syndicats de services publics, notamment les municipaux d'avion, qui sont représentés en 25, 27. Les syndicats des ports et docks, donc qui sont représentés au congrès confédéraux en 27, 29, 31. Et après, des syndicats plus isolés comme les inscrits maritimes ou le syndicat des marins pêcheurs avec Yves Le Cavorzin sur Boulogne, représenté en 31 et en 35. Syndicat commerce et finance, syndicat de l'alimentation. Pour l'alimentation, c'est Nestor Calonne qui est employé de coopérative. C'est la figure du Parti communiste à Hénin-Liétard, Nestor Calonne, qui sera à la Libération et maire résistant, à maire d'Hénin-Liétard à la Libération, puis sénateur, dirigeant du syndicat des mineurs CGT après-guerre. Donc à l'époque, il est employé de coopérative, la coopérative IOPC, et donc il est représentant au congrès de 35 pour le syndicat de l'alimentation de la CGT unitaire. Donc voilà un peu un tableau de cette CGT unitaire, des différentes professions qui y sont représentées. Et donc cette CGT unitaire, elle est donc cette CGT unitaire, elle se développe sur le fond d'une concurrence qui est extrêmement rude avec la CGT confédérée. Une concurrence extrêmement rude et avec
des liens étroits qui lient tout à fait de manière vraiment organique la CGT unitaire et le Parti communiste. Alors, on peut citer ici, pour la diapo suivante, par exemple, commencer par vous montrer une affiche de l'époque pour une grande manifestation organisée à Somain dans le nord, à Arles dans le Pas-de-Calais et à Dorigny dans le nord, donc contre la diminution des salaires, contre l'inflation et la vie chère, contre les guerres impérialistes, pour l'augmentation réelle, pour la solidarité nationale et internationale, pour l'unité syndicale. Donc, on appelle les mineurs et leurs compagnes à venir en masse à ces démonstrations pour montrer leur volonté de lutte contre les patronats. Et donc, ce tract est signé le comité régional unitaire. Et en haut du tract, on voit le comité régional unitaire des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, Fédération communiste de la région du Nord. En fait, le tract est vraiment co-signé par le Parti communiste et la CGT unitaire. Donc, les deux organisations sont vraiment intimement liées, y compris dans leur tract, dans leurs affiches. Donc, c'est un tract CGT-UE-PCF qui appelle à manifester en 1925. Et on voit que les mots d'ordre ne sont pas des mots d'ordre syndicaux contre la diminution des salaires, contre l'inflation et la vie chère. Et on a également des mots d'ordre qui ne sont pas contre les guerres impérialistes, même si évidemment la CGT-UE s'oppose aux guerres impérialistes et va avoir une action antimilitariste. Mais donc là, on n'est plus sur un mot d'ordre forcément syndical, et donc on est au moment évidemment de la guerre du Maroc. C'est à ce moment-là que ce tract est diffusé. Et on appelle les femmes à manifester avec les mineurs à la fois justement par rapport aux problématiques salariales et de vie chère, et par rapport aux problématiques de la guerre impérialiste. On appelle les femmes mineurs à manifester aussi contre la guerre. Alors, donc, je vous ai dit qu'il y avait un lien étroit entre le PC et la CGTU. Donc, j'en veux pour preuve, par exemple, un rapport du délégué du comité central du PC chargé de suivre la région communiste du Nord au printemps 1925, qui consacre un paragraphe au lien entre la CGTU et le Parti communiste dans la région. Et donc, il écrit, par exemple, ce paragraphe, alors, il critique certains responsables syndicaux du Nord en disant qu'ils ne sont pas assez, qui sont trop indépendants par rapport au Parti communiste. Mais à l'inverse, il dit que les secrétaires de syndicats sont entièrement d'accord avec nous sur la question syndicale, comme sur toutes nos tâches politiques. Exemple, le camarade Level, secrétaire de l'UD du Pas-de-Calais, qui est cité en exemple comme un militant emblématique, qui est tout à fait, en tant que secrétaire du UD, qui est tout à fait en phase avec le Parti communiste. L'imbrication entre le PC et le CGTU, elle existe vraiment à tous les niveaux de l'organisation. On peut passer sur la diapo 18, qui est aussi une diapo pour la défense du Parti communiste et de la CGTU. On voit encore un type de document. On a les deux organisations qui apparaissent côte à côte sur la diapo. Donc, on peut peut-être regarder la liste des membres du comité régional communiste de la région du Nord. Oui, à l'époque, il n'y a plus de fédération, le PC est organisé en région. Et donc, dans le comité régional du Nord, on voit donc les syndicalistes comme Bourneton Cheminot, qui est secrétaire de l'URU, de l'Union régionale unitaire. Ici, on a une fileuse, secrétaire de l'URU. Donc, on a le dessinateur Manguine, dessinateur, secrétaire également de l'URU. Donc, on a les différentes responsabilités cadres. Donc, on a Cadras, dessinateur à Calais, qui est du comité de rayon de Calais, qui naît pour les mineurs secrétaire de la fédération du sous-sol. Donc, lui, c'est quelqu'un du Pas-de-Calais. Les autres sont des nordistes, Bourneton, Manguine sont des nordistes. Cadras, c'est quelqu'un du Pas-de-Calais. Qui naît, c'est quelqu'un du Pas-de-Calais. Dargues, c'est pour les mineurs. Donc, secrétaire du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais. La page suivante, Henri Dargues. Donc, on a au comité régional communiste du Nord, on a la plupart des dirigeants syndicaux, secrétaires de l'Union régionale unitaire, ou secrétaires d'union locale, ou secrétaires de syndicats, comme Kiné pour la fédération du sous-sol ou Dargues pour le syndicat des mineurs, qui sont donc, au comité régional communiste du Nord. Donc, on a une implication vraiment très étroite. Je vous ai mis à la diapo suivante un peu le portrait de ces militants sur un exemplaire de l'enchaîné sur des élections législatives. Donc, par exemple, on a Florimond-Aubry, il est représenté en tant que secrétaire départemental de Narac. À côté, ça ne nous concerne pas. Et le dimanche matin, donc, les candidats avec en dessous l'étiquette délégué mineur. À côté, on a Clotaire Bourlet,
Dans le troisième circuit de Lens, délégué mineur. À côté, on a Émile Duport, délégué mineur. Ensuite, Ramet est présenté comme ouvrier métallurgiste, secrétaire départemental du Parti communiste. Georges Vasseur, ouvrier mineur congédié. Ensuite, d'autres figures dont je vous ai parlé, Cyprien Quinet, secrétaire du syndicat des mineurs, Joseph Thiebaud, mineur, maire de Louvain, ou encore Alfred Dagneau, qui est le secrétaire de l'Union locale des nains d'État, présenté également comme ouvrier mineur et qui est un dirigeant également communiste. Donc, sur le premier document, on voit en fait que les candidats que le Parti communiste présente aux élections dans l'arrondissement de Béthune, ici, sont représentés avec leur fonction syndicale de délégué mineur, qui était une fonction très importante à l'époque. Donc, quelques mots peut-être sur cette fonction de délégué mineur. Avec ces délégués mineurs, la CGTU elle dispose d'un vivier de quasi-permanents syndicaux. Ces délégués mineurs, ce sont des délégués du personnel avant l'heure. Ils disposent de pouvoirs de contrôle et d'investigation en matière de sécurité et d'accident du travail. Donc, c'est un atout essentiel pour le syndicat et le Parti communiste, du fait, les met en avant en leur qualité de délégués mineurs aux élections. En 1927, par exemple, j'ai un rapport le procès-verbal de la réunion de la fraction syndicale des mineurs du bassin du Pas-de-Calais du 31 mai 27, qui dit que le syndicat unitaire des mineurs du Pas-de-Calais compte ainsi 44 responsables, les délégués mineurs, 44 révolutionnaires professionnels à qui le PCF réclame du travail pour le renforcement de notre influence syndicale et de notre parti. Donc, il y a vraiment une imbrication, un mélange des genres. Et donc, les délégués mineurs apparaissent aux yeux du Parti communiste comme des permanents syndicaux dont le rôle doit être de développer le syndicat, mais aussi de développer le parti. Dans les rapports des visites d'inspection des délégués mineurs, confédérés comme unitaires, sont publiés dans la presse socialiste et communiste et donnent régulièrement lieu à des polémiques, dans les deux camps accusant les délégués mineurs adverses de négligence, d'incompétence, de rapports de visite incomplets qui omettraient de graves manquements à la sécurité. Et donc, c'est l'occasion de piques dans les journaux des uns et des autres. Hein. Il n'y a pas vu les graves manquements à la sécurité, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faut dire qu'avec tout l'alcool qu'il ingurgite au bistrot, il ne faut pas voir les graves manquements à la sécurité. Puis en plus, il ne restait que 5 minutes au fond de la mine. En 5 minutes, qu'est-ce qu'il a pu voir? Donc, on a ce type d'articles qui sont quasiment hebdomadaires et qui concernent quasiment toutes les concessions. Donc, les confédérés et les unitaires s'accusent l'un l'autre d'avoir des mauvais éléments. Analyse d'Henri Martel, qui sera plus tard député du Douaisis, qui à l'époque était au bureau de la Fédération unitaire du sous-sol. Il estime, Martel, que le syndicat devenait une véritable politique de cadre. Il dit à propos de ces délégués mineurs, il y a de bons et de mauvais délégués mineurs comme il y a de bons et de mauvais militants. On a très souvent employé des camarades qui ne savaient pas dire deux mots comme agitateurs, et bien souvent, au contraire, on faisait distribuer des tracts à un camarade qui avait d'excellentes qualités d'agitateur. Un délégué mineur qui a une dizaine de tâches ne peut pas les remplir toutes sérieusement. Nous connaissons plusieurs délégués mineurs ayant des responsabilités envers leur fédération, leur syndicat et leur région et qui les remplissent. Ce ne sont pas des aigles, mais ils ont su s'entourer de collaborateurs, ils ont su faire monter de la base des camarades susceptibles de les aider. Alors, si la légitimité personnelle et électorale des délégués mineurs est un atout pour la CGTU et pour le PC, elle leur confère aussi de l'indépendance vis-à-vis de la structure partisane, parce qu'ils ont été élus par leurs collègues dans le puits de mine, et donc ils ont une forme d'indépendance vis-à-vis de la structure partisane qui s'en méfie. Et donc, c'est ce qui illustre le cas d'Adolphe Morge-Martin dont j'ai parlé plus tôt, élu maire de Rennes en 1929 à la faveur de division de la SFIO, qui finalement va être accusé d'avoir magouillé aux élections, mais finalement, en fait, il est accusé en réalité d'être trop indépendant et d'avoir s'être fait élire sur son nom à lui, sur son mandat de délégué mineur. Et donc il est exclu du PC, il rejoint l'opposition unitaire de la CGTU, et donc il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, devenir le symbole, un des pires ennemis du Parti communiste, le symbole de la trahison, puisque c'est un élu incontrôlable, parce qu'il avait un poids personnel trop important aux yeux du Parti communiste. La lutte acharnée que ce livre unitaire et confédéré est encore amplifiée évidemment lors des mouvements de grève, comme la grève de mars 31 par exemple, alors que le syndicat des mineurs confédérés, comme dans tous les mouvements de grève, s'efforce d'éviter la grève, négocie avec les compagnies minières et retire finalement son appel à la grève en mars 31. Et la CGTU appelle de son côté la grève illimitée et dénonce avec force la trahison des chefs réformistes accusés de collusion avec le patronat. Alors, malgré quelques exemples isolés de militants confédérés qui sont mis en avant par la centrale unitaire
pour participer à des actions communes avec les unitaires. Le mouvement échoue au bout de quelques jours. Peut-être vous dire quelques mots de l'organisation des immigrés dans la CGTU du Pas-de-Calais. Donc, j'arrive à la diapo 23. La CGTU va s'efforcer pendant toute cette période d'organiser les immigrés, qui sont nombreux dans le bassin minier du Pas-de-Calais. On a à l'époque plus de 100 000 Polonais qui sont arrivés. Et la population polonaise du Pas-de-Calais compte 129 000 personnes en 1931. Et donc, la CGTU elle dispose, en la personne de Thomas Olszanski, d'un véritable leader qui est en charge du travail en direction de la main-d'œuvre immigrée, de la main-d'œuvre étrangère. Donc Thomas Olszanski qui va se multiplier partout, animer de nombreuses grèves, de nombreuses réunions. Alors, Thomas Olszanski, je ne sais pas si vous le connaissez, donc un personnage vraiment emblématique, qui va faire l'objet d'un arrêté de déchéance de nationalité, en fait. Un arrêté qui va être débattu sur le terrain judiciaire, combattu sur le terrain judiciaire par la CGTU. Mais donc finalement, suite à diverses péripéties judiciaires, ça arrive au Conseil d'État. Le Conseil d'État va donner raison au préfet. Donc, Olszanski va être déchu de sa nationalité française. Parce qu'il était né en fait dans la Pologne occupée, dans la Pologne sous occupation allemande avant la guerre de 14, Olszanski. Donc, il est arrivé en France, il avait obtenu la nationalité française. Donc, il est déchu de sa nationalité au début des années 30, à la suite de sa participation aux grèves et de son activisme pour la CGTU. Il est arrêté en septembre 1934 à Neuilly-Godot. Il va être expulsé vers la Pologne malgré toute la mobilisation qui va être faite pour son retour. Donc la CGTU s'efforce d'organiser des travailleurs étrangers. Donc, par exemple, dans le journal de la CGTU des mineurs, la voix du mineur, diapo 25, on s'aperçoit que la page 4 du journal est rédigée entièrement en polonais. Les trois autres pages sont en français, mais la dernière page est entièrement en polonais. Donc, on s'adresse évidemment aux travailleurs d'origine polonaise. Je vous renvoie, donc, on peut remonter à la diapo précédente, à la diapo 24. Dans les années 30, on assiste à un certain nombre d'expulsions. J'en arrive bientôt à ma dernière partie sur la CGTU dans les années 30. Donc, les travailleurs étrangers, notamment les Polonais qui participent à des actions syndicales, sont évidemment ciblés et risquent l'expulsion. Là, en 1934, dans une période de crise économique, on a des mineurs de Leforest, que je connais bien puisque c'est là que j'y enseigne. Des mineurs de Leforest se sont mis en grève pour protester contre l'expulsion de certains de leurs camarades. Et 450 mineurs sont restés bloqués à l'accrochage au fond de la mine depuis 6 heures du matin pour protester contre l'expulsion de leurs camarades d'importantes forces de police qui ont été massés à Leforest. L'ingénieur en chef des mines est descendu sur place. 80 mineurs sont remontés, mais l'immense majorité reste solidement lié à l'action. Il y a un article là-dessus qui est paru dans la NVO de mon camarade et ami Jacques Pignessiac, donc dans la NVO du 19 septembre 2014, Leforest 1934, grève à la mine. Donc je vous renvoie à cet article qui est très intéressant, qui fait une bonne synthèse là-dessus. Donc finalement, en fait, ces travailleurs polonais grévistes, les leaders de ces mouvements de grève vont être expulsés à leur tour. Le 21 juillet 1934, le gouvernement va signer 11 décrets d'expulsion visant les meneurs de ce mouvement de grève de juillet 1934. Alors, j'en arrive à ma dernière partie, de la crise des années 30 à la réunification syndicale. Donc, je vous ai mis en illustration la marche des mineurs du Nord, dans la ville ouvrière 3 novembre 1933. Donc, au début des années 30, alors que le chômage s'installe, la CGTU va s'efforcer de mobiliser les chômeurs, organiser des marches de chômeurs. La plus importante, c'est celle qui se déroule du 18 novembre au 2 décembre 1933, avec plusieurs chômeurs du Pas-de-Calais qui y participent, malgré l'absence de soutien de la CGT et de la SFIO. La CGTU, de son côté, va multiplier les appels à l'unité d'action avec les confédérés, mais elle ne réussit guère qu'à débaucher quelques militants isolés. Mais ça arrive. Exemple, Henri Jacquin, qui est sur la diapo suivante, qui était délégué mineur confédéré de la fosse 4 des mines de Lens. Il rallie le comité d'action mis sur place par la CGTU à l'occasion du mouvement de grève d'avril 1933. Et donc là, ici, il est caricaturé
dans le journal La Tribune, le journal du vieux syndicat des mineurs, la CGT confédérée, Grandeur et décadence. Donc, vous avez Henri Jacquin, le délégué mineur confédéré, qui a rejoint le Front unique, qui a rejoint le comité de grève mis en place par les unitaires au puits numéro 4 de Lens. Et donc, la Tribune se moque de lui. Hein, il défie derrière le corbillard du Front unique, regret éternel. Et donc, en bas, l'isolé, mon œuvre est morte, mais ma folie reste. Henri Jacquin est accusé d'être un fou d'avoir, alors qu'il était délégué mineur confédéré, d'avoir suivi la CGTU, d'avoir rejoint un comité de Front unique pour un mouvement de grève initié par les unitaires. Donc, on peut dire que l'unité est vraiment un combat dans ces années-là. Pour reprendre une formule célèbre, l'unité est un combat. Alors, on dispose d'un état des lieux précis sur la situation de la CGTU dans une enquête préfectorale de l'année 1934. Et donc, le commissaire spécial de l'arrondissement d'Arras explique au préfet que la propagande de la CGTU était plus active, notamment chez les mineurs, les cheminots. Cette campagne pour l'unité syndicale est ardente et inlassable dans tous les puits miniers. À noter cependant que si elle donne quelques résultats parmi l'élément français, elle est à peu près inopérante chez les travailleurs étrangers qui, à la suite des refoulements et expulsions prononcées pour propagande révolutionnaire, sont devenus circonspects. On doit également souligner que si les unitaires souhaitent ardemment l'unité, les CGTistes ne paraissent pas la désirer, tout au moins chez les vieux militants et dirigeants, et surtout dans le sens proposé par les premiers. Ils sentent très bien qu'ils seraient vite fondus dans la masse unitaire et que leur tendance disparaîtrait. Les chefs freinent le plus possible, et à mon avis, la réalisation de l'unité chez les mineurs est rien moins que certaine. C'est le commissaire spécial d'Arras qui note ça en 1934. Et le sous-préfet de Béthune, lui, explique au préfet que le vieux syndicat confédéré des mineurs, dont les dirigeants sont des hommes fermes et habiles, a toujours repoussé jusqu'à présent les propositions des unitaires. Alors, je passe donc. Alors, en tout cas, donc, au début des années 30, dans ce contexte, on a les premiers résultats sont portés leurs fruits. Dans le journal La Voix du mineur que je vous ai montré tout à l'heure, avec sa page 4 en polonais, est lancé donc en 1933. Il tire au départ à 6500 exemplaires, c'est 2 fois moins que la Tribune, le journal des Confédérés, qui est édité à 13 000 exemplaires. Mais bon, le tirage progresse. D'après la vie ouvrière, les 20 sections du syndicat unitaire des mineurs du Pas-de-Calais gagnent des adhérents. Sur le début de l'année 1933, il y aurait 329 adhérents en plus. Alors, finalement, le processus de réunification syndicale, je ne vais pas revenir dessus, d'autres l'ont fait mieux que moi. Et le processus de réunification syndicale va s'accélérer après les événements parisiens du 6 février 1934. Vous regardez peut-être la diapo 28. Donc je vous ai mis ici Joseph Fontaine, un mineur communiste et unitaire de Hénin-Bétard, qui participe à une contre-manifestation à l'appel du PC, de la CGTU, de la LDH, de la SFIO et de la CGT, donc à Hénin-Bétard contre une réunion publique de l'Action française. Et donc une bagarre éclate. Et les camelots du roi qui gardent le palais des Fleurs au milieu de la réunion publique sortent le revolver. Et donc, les quelques militants antifascistes qui étaient rentrés dans le palais des Fleurs pour porter la contradiction de manière peut-être un peu musclée au camelot du roi se font tirer dessus. Donc, Joseph Fontaine meurt touché par 2 balles de revolver. C'est l'occasion d'une grève générale. Joseph Fontaine devient un martyr de la CGTU et du PC, puisqu'il est mort en combattant les fascistes, tué par les camelots du roi. Donc, il y a un appel à la grève générale qui est lancé par la CGTU. Le PC appelle à évidemment au désarmement et à la dissolution des ligues fascistes. Il y aura un procès qui va se tenir en juin 1934 à la cour d'assises de Saint-Omer, et les 2 assassins, Frutsch et Perry, qui sont membres des camelots du roi, vont être acquittés au bénéfice de la légitime défense. Donc dans ce contexte, la CGTU apparaît quand même comme l'organisation qui est à la pointe du combat antifasciste aux côtés du PC et du combat pour la réunification syndicale. Alors, la constitution ce combat pour la réunification syndicale se matérialise par la constitution de syndicats uniques, évidemment qui est désapprouvée par la CGT, qui n'hésite pas à sanctionner ces militants qui en acceptent le principe, mais ça participe incontestablement d'une poussée des aspirations unitaires chez les syndiqués des 2 confédérations.
alors, après les cheminots, il y a un comité de coordination qui est créé entre les syndicats confédérés unitaires des ports de la Manche et la mer du Nord. Ça concerne le Pas-de-Calais, ça concerne Calais et Boulogne, auxquels les dirigeants du syndicat confédéré de dockers de Calais, par exemple, ont donné leur adhésion. À exemple d'Alphonse Drouard, qui est secrétaire général du syndicat confédéré des cheminots de Calais, partisan résolu de la formation de syndicats uniques et de la réunification syndicale. Mais il est condamné dans le peuple. La CGT condamne ces militants, comme on a vu avec l'exemple de Jacquin sur la diapo précédente, les militants CGT qui se lancent dans des syndicats uniques avec la CGTU pour aboutir à la réunification syndicale se font exclure. On sait qu'au printemps 1935, les pourparlers entre les deux confédérations sont rompus. Le CCM des 18 et 19 mars condamne les syndicats uniques. Les manifestations du 1er 1935 témoignent des lenteurs et des difficultés du processus de réunification syndicale. Enfin, pourtant, la réunification, elle est en marche, malgré les dernières réticences du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais. Donc, fin septembre, le 28e congrès de la CGT se tient à Paris, parallèlement au 8e congrès de la CGTU. La question de la réunification syndicale est à l'ordre du jour. Pour le Pas-de-Calais, on a 17 syndicats unitaires, donc 4 syndicats de mineurs et 8 syndicats de cheminots qui sont représentés au Congrès. On l'avait vu dans le tableau que je vous avais montré. Tous votent pour le rapport d'activité. Et donc, je peux vous citer Cyprien Quinet, secrétaire du syndicat des mineurs, qui dit que l'accord est réalisé au sommet, mais il s'agit maintenant de passer pratiquement à la réalisation de cette unité syndicale. C'en est fini maintenant des petites querelles intestines, et nous serions trop recommandés à nos camarades mineurs de resserrer toujours davantage les liens de camaraderie et de fraternité. Je vais vous mettre la dernière diapositive. Avec la voix du mineur, l'unité syndicale est faite. Donc l'unité syndicale, donc, elle se fait, sa conséquence concrète, c'est que les unitaires acceptent de cesser la parution de la voix du mineur, afin que le nouveau syndicat des mineurs unifié n'ait plus qu'un seul organe, la tribune. Le congrès de fusion des deux syndicats des mineurs du Pas-de-Calais se tient finalement le 1er décembre 1935 à la maison syndicale des mineurs de Lens, dans un indescriptible enthousiasme, nous dit la presse. Et donc, Cyprien Quinet, qui à l'époque, on est en 1935, donc Cyprien Quinet, il est conseiller général du canton d'Hénin-Carvin. Il sera élu député du Front populaire l'année d'après, l'année suivante, en 1936. Donc, Cyprien Quinet rejoint le nouveau bureau du syndicat unifié des mineurs, avec à ses côtés Joseph Thiebaud, le maire de Liévin, mais un bureau qui est largement dominé par les ex-confédérés. Dans une note qu'on retrouve aux archives ici de l'IHS, le congrès de fusion des deux UDR a rassemblé 58 syndicats dans 8 syndicats unifiés. Alors, 8 syndicats unifiés, c'est-à-dire cette poussée vers la réunification avec la création de la base du syndicat unifié. En fait, on voit que ça n'a pas vraiment été un succès. Et donc, l'auteur du rapport note ironiquement quelle majorité, 8 syndicats unifiés seulement sur 58. Et donc, le rapport de force, c'est 40 000 syndiqués à la nouvelle UD, 33 000 ex-confédérés et 7 000 ex-unitaires. Cependant, la composition de la nouvelle commission administrative et les votes sur les résolutions satisfont la direction de la CGTU qui commente « Excellent résultat, le Congrès a reconnu les mêmes droits et responsabilités pour tous les membres du bureau. Les mineurs et les cheminots ont particulièrement contribué à favoriser les ex-unitaires. » Alors, au lendemain de la réunification syndicale, les séquelles du passé sont loin d'être refermées. Ex-unitaires et ex-confédérés se livrent toujours en bras de fer, mais ils le font désormais à l'intérieur de la nouvelle organisation. Et à cet égard, les grèves de juin 1936, qui se traduisent par un net accroissement de l'influence communiste intérieure de la CGT, vont inquiéter paradoxalement les dirigeants ex-confédérés qui n'auront de cesse de dénoncer la colonisation de la CGT par les communistes jusqu'à la signature du pacte germano-soviétique qui leur offrira l'opportunité de chasser les ex-unitaires de la CGT. Il reste que l'expérience de la CGTU, en conclusion, héritière par certains aspects du gauchoutisme d'avant-guerre, a marqué pendant 2 décennies le mouvement ouvrier. Indissociable du communisme naissant et de ses évolutions, l'expérience unitaire a forgé les militants qui s'engageront à partir de 1936 dans la brigade internationale, puis pendant l'occupation dans la résistance, au lendemain de la grande grève des mineurs de mai-juin 1941. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Conformément à notre tradition, nous allons ouvrir maintenant la séquence des questions et des réponses. Donc, j'ouvre le banc. Et le premier qui souhaite parler. Y compris Voilà. Alors, il y a du public en visio. Le public, il lève la main, en fait, et puis on peut
pourront poser leurs questions à l'oral ou ils peuvent le faire à l'écrit s'ils préfèrent pas prendre la parole, mais en tout cas, on peut leur donner la parole. Voilà. Donc, si vous voulez parler, n'hésitez pas à faire un signe, lever la main. Voilà. Oui. Claude, Vas-y, toi. Claude Pelletier. Bon, d'abord, je vais saluer David, parce qu'on se connaît bien. Oui. On correspond beaucoup pour le médecin, etc. Mais je ne t'avais jamais rencontré en physique, directement. Ma question pour toi sur les guédistes, parce que finalement, on n'a pas entendu parler des guédistes. Et bon, plus fort dans le Nord que dans le Pas-de-Calais, mais on fait quand même une présence guédiste. Et du coup, comment ça vient? À un moment, d'ailleurs, je n'ai pas bien compris, parce qu'au moment de la création du jeune syndicat, tu as cité quelqu'un qui était guédiste, ouais. Et puis j'ai hésité en prenant mes notes en me disant, tiens, donc il peut y avoir une part de guédisme dans les deux, dans le vieux syndicat comme dans le jeune syndicat. Hein. Et puis, là, c'est vraiment une interrogation. Il va y avoir d'ailleurs un colloque, c'est pas un colloque, c'est une journée sur le guédisme à l'automne, donc c'est des gens qui peuvent servir. Là, l'autre, c'est plus une remarque, une question, c'est le maniement d'anarchistes, libertaires, syndicalistes révolutionnaires, etc. Alors, chaque fois, c'est des choix. Moi, je suis, là, je ne sais pas sur ton terrain, mais plus globalement, le syndicalisme révolutionnaire, c'est un dépassement de l'anarchisme. Parce qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas un socle et qu'il ne puisse pas revenir vers l'anarchisme, surtout après 1924. Il peut y avoir des retours. Mais il ne faut pas négliger le fait que ça s'est éloigné finalement beaucoup et qu'il y a un éloignement critique d'un échec, une difficulté de faire exister, et qu'ensuite d'autres éléments viennent intervenir qu'il ne faut pas gommer complètement. C'est l'évolution de l'Union soviétique pour les anciens. Moi-même, je commence à les qualifier de libertaires. Je crois qu'à partir de 24, ils redeviennent cette partie qui ne s'est pas alliée, vers le Parti communiste. Et tu sais que le poids des anciens syndicalistes révolutionnaires dans la naissance, quand on le prend globalement, et les archives de Moscou, c'est extrêmement intéressant. Parce que les gens racontent la totalité de leur itinéraire. Et ils racontent très, très librement l'itinéraire passé par les courants, d'abord libertaires, ensuite syndicalistes révolutionnaires, donnant des tas de détails, parce que ce n'est pas un handicap pour un militant. Au contraire, on attend une vérité de leur itinéraire, et du coup, c'est des très, très belles descriptions. Donc, un petit peu, et fort heureusement, on ne peut pas le terme anarcho-syndicaliste, qui est au début une façon de disqualifier plutôt, parce qu'il n'y a pas les communaux syndicalistes, les socialistes syndicalistes. L'anarcho-syndicaliste, c'est une façon de dire, oui, il reste ce soupçon qui est très fort là dans le Nord par l'emploi du gauchisme, qui est employé constamment, alors que ce personnage n'a pas représenté forcément l'ensemble des dynamiques. Hein. C'est l'orateur, c'est l'agitateur, etc. Mais c'est un petit peu une façon de disqualifier tout le temps, de revenir sur le nom d'un personnage qui a disparu, alors qu'il n'est plus, après la Première Guerre mondiale, qu'il ne passe plus. Donc, dans les appellations à la fois politiques, des fois, il y a de la disqualification, et ensuite, la disqualification peut devenir ensuite, parce qu'après, il y a des gens, dans les années 30, qui se disent anarcho-syndicalistes. Ils ont intégré, ils en font au contraire, mais on trouve tout ça même dans nos vocabulaires contemporains, le gauchisme, par exemple. Bon, je ne vais pas développer, mais le gauchisme, c'est une disqualification, et puis ça peut devenir quelque chose qui participe au vocabulaire. Oui, non, tout à fait d'accord avec ces remarques sur le terme, dans la citation que j'ai donnée de Alfred Maes au moment du congrès des mineurs en 21, quand il dit oui, en fait, nos opposants, c'est des gros choutards. Hein, là, on est tout à fait dans la dimension
disqualifiant du terme. Et après, quand on voit quelques années plus tard, Hubert de Laval, le brigadiste que j'ai cité, qui dit j'ai adhéré à la CGTU parce que les gauchotistes, c'était les seuls à défendre les galibaux. Donc là, on est sur une fierté d'utiliser ce terme, on se reconnaît comme des gauchotistes, et donc le terme est utilisé de manière plus positive. Sur le guédisme, oui, donc en fait, le POF en fait, essaie de s'implanter dans le bassin minier après les grèves de 1893. En fait, leur bastion, ça va être Avion. Donc, avec un maire qui s'appelle Octave Delcourt. C'est lui qui fonde le premier groupe du POF à Avion. Et donc, les guédistes critiquent évidemment les chefs réformistes du syndicat des mineurs. À la veille de la Première Guerre mondiale, en fait, l'influence du guédisme a beaucoup décru, notamment dans le Pas-de-Calais. Et donc, une partie des guédistes, en fait, ont rejoint le vieux syndicat parce que, je reprends mes notes, donc les guédistes, en fait, ils avaient fondé la Fédération nationale des syndicats en 1886. C'est à Calais, d'ailleurs, qui était un bastion guédiste, que c'est venu le 4e congrès de la Fédération nationale des syndicats en 1890, avec 11 délégués calaisiens mandatés par leur syndicat. Et donc, je pourrais vous citer Alfred Delcluse, qui est leur conseiller général de Calais, qui affirme « Je suis socialiste révolutionnaire et je ne compte que sur les réformes arrachées par la force. Toutes mesures capables d'en imposer aux bourgeois naturellement froussards sont néanmoins bonnes en attendant mieux. » Donc, pour les guédistes, en fait, comme Delcluse, les syndicats subordonnés au parti révolutionnaire doivent avancer de leur côté des revendications immédiates. Donc, c'est ce qui explique en fait leur scepticisme sur la question du recours à la grève générale et donc le fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans le syndicalisme révolutionnaire qui va être incarné par Groucho au début des années 1900. Il y a quelques éléments que je pouvais donner sur le guédisme. Avion, c'est impressionnant, ça mériterait une thèse. Ah oui, mais tout à fait. Il continue vite. Depuis Delcourt jusque. La commune elle est conquise par un communiste en 1935, au moment municipal de 1935, c'est André Parent qui est élu la maire d'Avion et qui devient aussi conseiller général. Donc, et on a une forme de notabilisation, évidemment, le conseiller général, que le PC obtienne 2 conseillers généraux par an à Avion et Quiné à Carvin. Hein, ça contribue à leur crédibilisation après le municipal de 1935 dans la période du Front populaire. Et à Avion, les communistes gagnent aussi le conseil d'arrondissement en 1935, avec Abraham Laquet, qui est un adjoint d'André Parent. Avion, vraiment, va être un vrai bastion communiste, mais à partir de 1935, parce qu'entre-temps, il y a eu un maire qui s'appelait Duvieux-Bourg et qui était passé, lui, de la SFIO à l'USC au CUP, avant de revenir à la SFIO. Donc, lui, il a fait 2 mandats avant que les communistes reprennent la vie. C'est intéressant aussi ces parcours, la SFIO au PC, du PC, on quitte le PC parce que finalement, on parle des accords sur la stratégie syndicale, souvent, on rejoint, on parle des accords avec la bolchevisation, on rejoint le communisme militaire, l'UFC, le PUC, et après on retourne à la SFIO, donc c'est hyper intéressant ces parcours. Mange Matin, il est réintégré en 1936. Il est réintégré en 1936, 37. Après avoir été la bête noire. Après avoir été la bête noire, le symbole de l'opposition militaire. Je trouve qu'il a peut-être un petit poids quand même. Il était utile. C'est clair. Arles, c'est une grande ville. Oui, moi, ce que je voulais demander, c'est que sont devenus les libertaires qui nous ont quitté la CGTU en 1924, à l'époque de la bolchevisation, j'appelle ça plutôt stalinisation du parti d'Union soviétique. Et ils ont, parce que de ce que j'ai retenu, c'est que quand il y a eu la scission de la CGT, les anarchistes ont rejoint les communistes, membres du Parti communiste, au sein pour fonder la CGT. Ensuite, il y a eu une évolution de la stratégie
dictée par Moscou, et ils sont partis. Ils sont partis où? Est-ce qu'ils ont constitué la CNT ou les troupes? Enfin, leurs descendants sont où aujourd'hui? De la même façon, Alfred Rosmer et Monad qui a créé la Vie ouvrière ont été virés, sont partis, que sont devenus ceux qui étaient d'accord avec eux dans le Pas-de-Calais, au sein de la CGT. Comment cette chose-là, comment cette partie de militants qui faisaient partie des unitaires, des révolutionnaires, que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Voilà. Par exemple, la CGT-SR, qui est très présente à Lyon, est-ce qu'elle existe dans le Nord? Non, je n'ai rien trouvé sur la CGT-SR dans le Pas-de-Calais. Vraiment, il y a quelques individualités anarchistes, notamment j'ai un Perrier qui était un jeune militant communiste de sensibilité anarchiste qui quitte assez rapidement au début des années 20 le PC, qui va créer un groupe anarchiste en fait. Et donc il y a des groupes, quelques groupes anarchistes qui sont créés dans le Pas-de-Calais, mais enfin vraiment quand j'ai quelques rapports de police sur eux, c'est vraiment minoritaire, c'est groupusculaire. J'ai rien sur la CGT-SR. Sans pas avoir d'existence dans le département. Et s'agissant des sympathisants de la Vie ouvrière, des lecteurs des abonnés de la Vie ouvrière, par exemple, quelqu'un comme Priem, qui a fait partie des militants qui ont œuvré pour les CSR, qui milite avec Mange Matin, avec Dubus, avec les communistes au moment de la scission en 21-22. Priem revient très vite, hein, je vous l'ai dit, vers la CGT, et pendant un temps, il est sympathisant de la Vie ouvrière. Il écrit, par exemple, la révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne. Il écrit dans la révolution prolétarienne qui monte une grève déclenchée par les unitaires qui a échoué. Donc, il commente à la fois l'action néfaste pour lui de la CGT confédérée et l'action tout aussi néfaste de la CGT unitaire, en disant qu'en fait, les réformistes comme Moscouter, en fait, sont tous les deux ajoutés dans le même panier. En fait. Mais les critiques, elles visent quand même plus, dans le vocabulaire, par exemple, il parle de Moscouter, les critiques, elles visent quand même plus la CGT unitaire pour sa démagogie, et donc les critiques, elles visent plus ça. Donc ça explique que quelques temps plus tard, Priem retourne à la CGT et se retrouve au bureau du syndicat des mineurs CGT. Sur le trotskisme, après j'ai quelques éléments sur des groupes trotskistes, notamment à Montigny-en-Goël, il va y avoir. Alors, il y a des liens évidemment entre l'opposition unitaire pour Mange Matin, il a été accusé, comme il va signer le manifeste des 22 et donc devenir sympathisant de l'opposition unitaire de la CGTU, il est accusé d'être trotskiste. Et d'autres sont accusés de sympathie trotskiste, et notamment c'est le cas à Montigny-en-Goël, du maire qui a été élu en 29. Alors vraiment, le PC se débarrasse de ses maires élus en 29. Mange Matin est viré en 31. À Drocourt, Joseph Noël, rien à voir avec moi, même si mes grands-parents étaient originaires de Drocourt aussi. Donc Joseph Noël est viré aussi du PC 2 ans après son élection. Il sera réintégré plus tard et réélu maire en 35. Et à Montigny-en-Goël, Émile Delabre va être viré, va être remplacé par Gustave Lepointe. Émile Delabre, lui, était accusé de forte sympathie trotskiste, notamment avec son frère Gaston Delabre, qui lui était membre de la Ligue communiste. Et donc, ils sont virés aussi du PC, et donc, par un putsch à l'interne du conseil municipal, en fait, c'est Gustave Lepointe qui va reprendre la mairie. Gustave Lepointe, qui dans un premier temps va être aussi tricard au PC. Hein. Gustave Lepointe le regarde avec méfiance et suspicion. Lui, il réclame sa réintégration en disant oui, j'ai été élu dans l'équipe de Delabre. Oui, lui, il était trotskiste, son frère aussi, mais moi, je ne l'ai pas été. Moi, j'ai été élu dans l'équipe de Delabre, j'ai repris la mairie. Moi, je suis un communiste fidèle et loyal. Et donc, Gustave Lepointe est vite réintégré au PC. Et effectivement, lui, il reste fidèle au PC tout le temps. Hein. Ça va être un leader de la résistance. Ensuite, Lepointe, après ça, il devient rédacteur à l'enchaîné. Donc,
lui, se démarque très vite du trotskisme, et donc dans son autobio, hein, Le Pointe écrit qu'il était induit en erreur par des mauvais éléments, et que lui est resté toujours fidèle à la ligne. Je peux poser une question. Moi, je me souviens, quand j'étais bien plus jeune, j'ai vu 2 bouquins de Roger Panquin. Amis si tu tombes, c'est un bouquin que j'ai dévoré, qui lui aussi a été viré du PC, je crois, c'est ça. Mais lui, on lui a collé des affaires de. Il avait des relations coupables avec des femmes de camarades. C'est la raison pour. Enfin, c'est l'excuse, c'est l'habillage. Mais sur Roger Panquin, je me souviens. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est après. Mais non, mais comme il est plus c'est la c'est un livre qui m'avait marqué. Très intéressant d'ailleurs pour témoigner. Oui. Roger Panquin. Parce que moi, je crois pour les libertaires, ils rentrent, ceux qui sont un peu actifs, ils finissent par rentrer, 32, 33, ils rentrent à la CGT. Pas avec l'hostilité au Parti communiste, avec l'hostilité donc à la partie CGTU, etc., qui leur paraît impossible à réintégrer, et plus l'évolution internationale joue dans ce sens-là. Puis finissent peut-être pour une partie d'entre eux par devenir de bons réformistes. Puisqu'on veut suivre les filières, on la suit jusqu'aux filières, force ouvrière. Force ouvrière. Joyeux. La force ouvrière, il y a les joyeux. Les tendances à la fois anarchistes et trotskistes, qui sont un peu l'héritage du. Enfin, mais c'est pas un vrai. Et puis quand on le voit par région, quand on l'observe par région pour info, on comprend. C'est un autre sujet. Michel. Oui, alors, là-dessus, et puis après sur autre chose. Sur la période 22-24, rien n'est vraiment stabilisé. Comment dire, il ne faut pas coller les étiquettes qui se cristalliseront par la suite avec les positions des syndicalistes de cette période. Parce que les syndicalistes de cette période, je parle de ceux qui sont en opposition avec la majorité Jouot et qui vont faire la CGTU, ils sont d'abord contre Jouot. Ils sont ensuite pour la Révolution et ils essaient de construire quelque chose. Et ça va se décanter, mais ce n'est pas clair. Alors, il y en a qui viennent, leur référence principale, c'est le syndicalisme révolutionnaire. Alors, certains, ils sont venus par l'anarchie, ce n'est pas forcément la majorité, d'ailleurs. D'autres ont un itinéraire syndicaliste révolutionnaire. Et attention sur la question des communistes, parce que à l'époque, chez les communistes aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas clair. Et que, par conséquent, et alors, vu de Moscou, qui est quand même pas, on ne peut pas le négliger, en 22-24, la force révolutionnaire principale, ce n'est pas le Parti communiste, c'est la CGT. Et donc, c'est tout le travail de séduction d'une partie des syndicalistes révolutionnaires pour les gagner au communisme, qui est mené par Moscou et qui fait que, alors, plus ou moins vite chez les uns et chez les autres, et parfois quelqu'un comme Montmousson va se rapprocher des communistes, mais en 22, c'est des alliances tactiques. Il n'est pas au Parti communiste, Montmousson. Et la bolchevisation qui a été évoquée tout à l'heure, ça se passe par une sorte de syndicalisation du Parti communiste, contrairement à ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que là, la courroie de transmission,
elle fonctionne à l'envers de ce qu'on voit. Alors, ça ne va pas durer longtemps, mais à ce moment-là, en quelque sorte, la prolétarisation et la révolutionnarisation du Parti communiste, elle passe par une entrée massive de dirigeants syndicaux unitaires à la tête du Parti communiste, et puis ça se décline partout où c'est possible. Et j'ai l'impression que ça se décline aussi fortement dans le Pas-de-Calais. Quand on regarde les directions du début des années 20, ben c'est tous des syndicalistes. Alors, je ne sais pas, alors il faudrait voir leur itinéraire avant, est-ce qu'ils ont été socialistes à un moment ou tout, mais en tout cas, on a bien une prise de contrôle du Parti communiste par les syndicalistes. Alors ça, c'était mes remarques sur au début, tout est flou. Il ne faut pas se fier et aux étiquettes qui vont se consolider par la suite, ou même aux étiquettes de l'époque. Parce que la situation est tellement mouvante que les hommes, on ne peut pas prévoir à coup sûr l'orientation qu'ils prendront. Alors, maintenant, une fois que la CGTU est un peu stabilisée, si on peut dire, chez les mineurs, quand même, ce qu'on voit bien, c'est que c'est un syndicalisme très territorialisé. Et c'est pour ça qu'il y a des députés mineurs, Basfi, Lamanda, mais c'est vrai aussi dans d'autres régions françaises quand le bassin est assez large. Alors, là, si j'ai bien compris, les unitaires sont quand même faibles, et donc, ils ne semblent pas être en mesure, en quelque sorte, d'avoir des députés mineurs, en tout cas avant 1936. Ah, tout à fait. Donc, ce qu'ils peuvent avoir, c'est en quelque sorte des maires mineurs. On a l'impression là que ça marche un peu, on l'a vu avec Armes, on a vu et tout. Alors, avec les aléas que vous soulignez, parce qu'effectivement, le délégué mineur et le maire, il a une légitimité qu'il ne doit pas à l'appareil, au comité central, à la commission des cadres. Il a son truc. Et puis, quand même, il y a aussi une autre chose, c'est que ces syndicalistes mineurs, alors confédérés ou unitaires, non seulement ils sont territorialisés, mais ils sont quand même assez corpaux. Oui. Et donc, on se demande quel rapport ils entretiennent véritablement avec les unitaires cheminots ou métallos d'ailleurs. Est-ce que ça fonctionne? Ou bien est-ce qu'ils sont mineurs unitaires dans leur bassin, et puis ce qui se passe ailleurs n'est peut-être pas leur première préoccupation. En tout cas, est-ce qu'on peut repérer une géographie unitaire mineure? Alors on a vu Armes, mais voilà, c'est une question. Oui, sur Arras, par exemple, ce n'est pas un mineur qui est à la tête de l'union locale d'Arras, c'est un métallo. Tandis que dans les unions locales de Lens, Béthune et Nalita, qui va créer plus tard en la détachant de celle de Lens, c'est des mineurs. Donc on observe cette géographie. Et sur la côte, à Calais et Boulogne, c'est des portuaires. Donc, mais on a vraiment une géographie des professions avec des gens très identifiés à une profession à la tête des unions locales selon la spécificité du territoire, en fait. Et avec le fait que les forces vives de la CGTU étant concentrées dans le bassin minier lensois béthunois, les UL du littoral, Calais et Boulogne, elles sont un peu isolées. Mais c'est aussi valable pour le PC. Et donc, dans les rapports qu'ils font, toujours son autocritique en disant bah oui, on a laissé trop isoler les camarades du littoral. Donc, il y a toujours un peu cette difficulté à être en relation entre le bassin minier et le littoral. Juste et après j'arrête. En liaison toujours avec cette territorialisation, quand même. Alors, je sais bien que vous ne l'avez pas forcément creusé, mais quand même, on s'interroge. Le syndicalisme mineur, c'est un syndicalisme qui déborde de la mine, et donc
c'est un syndicalisme de réalisation. Donc, et coopérative, et puis toute la sociabilité organisée des corons et des villes minières. Est-ce que les unitaires qui, par moment, réfléchissent au syndicalisme à base multiple, pas forcément de façon continue, mais par moment, ils y réfléchissent, est-ce qu'il y a là, est-ce que c'est pour eux un levier d'implantation, une manière d'implantation ou pas? Oui, alors en fait, il y a une sociabilité qui est spécifique dans les zones de force du Parti communiste et de la CGTU, et comme vous l'avez tout à fait montré, c'est plus des zones de force de la CGTU que du Parti communiste. Hein, et vu la masse le différentiel d'adhérents entre la CGTU et le PC, c'est plus des zones de force du syndicalisme militaire. Donc, dans ces zones de force-là, essentiellement dans le bassin minier, mais aussi un peu dans les villes du littoral, on a par exemple des clubs sportifs ouvriers. Alors, j'ai travaillé un peu sur la Fédération sportive du travail. Il y a assez peu de clubs, hein, mais on s'adresse à des mineurs. Donc, par exemple, on a des clubs à Beuvry, à Villers dans les années 20, donc à Arles, il y a des fêtes sportives organisées par la FST. À Montigny-en-Goël, surtout Montigny-en-Goël, il y a un gros club de la FST qui fait des matchs de foot, qui participe à une coupe régionale, donc la Fédération sportive du travail. Donc en juillet 1927, les seuls clubs au comité régional Nord-Pas-de-Calais de la FST, on a que les clubs d'Annelin, Hénin-l'État, Montigny-en-Goël et Avelui, qui participent au comité régional de la FST, donc Hénin et Montigny avec les objectifs et les nordistes. Donc on a dans les villes qui sont les bastions du syndicalisme unitaire, on a une sociabilité sportive, par exemple, c'est vrai, aux jeunes mineurs, qui est une société sportive qui va se développer évidemment à partir de 36 et du Front populaire. Donc, et là, ça excède un peu l'intervention d'aujourd'hui. Mais donc, avec la réunification FST et USSGT au sein de la FSGT, les municipalités conquises par le PC en 1935, où il y avait déjà des clubs FST, développent des clubs FSGT, et la FSGT va se développer à une époque où les loisirs se développent. Donc, là, plus seulement avec le football, mais aussi avec, par exemple, la marche, le cyclisme. Donc, on a vraiment cet aspect-là qui existe incontestablement pour sociabiliser les jeunes mineurs. On a aussi, donc dans cette dimension de sociabilité, tout ce qui concerne le théâtre militant ou les balles populaires. Donc, on a les balles populaires et le théâtre militant. Et alors, oui, on a donc des soirées qui sont des soirées militantes. Il y a toujours une causerie d'un orateur, alors soit un orateur de la CGTU, du PC, du SRI, c'est souvent le Secours Rouge International aussi qui organise, puisque dans ces soirées, on va faire des collectes pour les militants emprisonnés, pour les syndicalistes congédiés. J'ai parlé tout à l'heure, j'avais cité, je crois, Émile Duport, syndicaliste congédié, donc lui, il va être licencié pour sa participation des actions antimilitaristes, en fait, et il va être emprisonné, Émile Duport. Et donc, on fait des bals militants, SRI, alors parfois aussi à l'initiative de clubs sportifs. On a cette sociabilité-là avec des causeries et des petites scénettes. C'est un moment où les qualités oratoires, c'est un art, et c'est du coup vécu comme un spectacle. Oui. Il y a quelque chose qu'on n'imagine pas maintenant, mais qui captive le monde populaire. On a une foule dans les salles, une foule avec des femmes et des enfants qui assistent, parce qu'on va avoir, au cours de la soirée, on va avoir des petites scénettes théâtrales, alors souvent des formes courtes, des formes vraiment brèves. C'est un peu, on pourrait dire, le théâtre David propre, on pourrait dire, entre guillemets, avec des formes brèves. Ça peut être 3 ou 4 petites scénettes, c'est pas une longue pièce de théâtre d'une heure et demie, c'est plutôt 3 ou 4 petites scénettes, un petit récital de piano, et puis à l'entracte, une causerie militante de l'orateur de la soirée. Donc on a ça, et sinon après la sociabilité des mineurs, ça passe aussi par
par la Colombophilie, par Il y a un exemple. art dans lequel les libertaires excellaient au XIXe siècle. C'est pas ça. C'est très important. L'art de l'orateur et la fête. Oui. J'oublie aussi la question des fanfares. C'est une dimension importante dans la sociabilité minière. Et notamment, on a des fanfares syndicales. Par exemple, j'ai une image ici, mais je ne l'ai pas mis sur mon diaporama. J'ai la musique syndicale d'Auchel ici sous les yeux, par exemple. On y reconnaît les camarades Dubus, Duport, Coquet, Pontier, Delano Ernest, Dévoué Chef de la musique. Mais Dubus, Arthur Dubus, Émile Duport, qui font partie de la fanfare, la musique syndicale d'Auchel, la revanche ouvrière. Donc, et c'est intéressant, et, évidemment, avec toutes les petites avanies que peuvent vivre les associations locales quand la mairie n'est pas de leur bord. Donc, dans une municipalité socialiste, la fanfare communiste va être assez maltraitée en termes de subventions et vice-versa. Est-ce qu'il y a des pupilles pour les enfants Oui, il y a des groupes de pupilles. Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai une chorale enfantine en 1937 à Montigny-en-Goël. J'ai une chorale enfantine des pionniers de Montigny-en-Goël qui vient de s'ajouter du coup à la section de bigophones des enfants du peuple à Noyelles-sous-Lens. J'ai une société de clairons et trompettes qui s'appelle l'Étoile Rouge qui se réunit chez Jean-Baptiste Klein, qui est un militant de Noyelles-sous-Lens, dont la femme, Françoise Klein, était rédactrice de l'Ouvrière. À Salomine, j'ai un groupe lyrique qui est dirigé par Jean-Baptiste Bernard, dont la femme Alphonsine Bernard était une dirigeante communiste importante qui a participé notamment aux luttes de l'Arac, aux luttes antimilitaristes, et qui était aussi une dirigeante de la libre pensée. Donc c'est son mari, donc Jean-Baptiste, qui dirige le groupe lyrique. À Noyelles-Godault, sous le maire Henri Darras, donc qui est élu en 1932 lors du municipal partiel. On a une société de clairons et tambours qui est associée à l'Étoile sportive noyelloise. Donc, on a à la fois la société sportive de la FST, Étoile sportive noyelloise, avec son groupe de clairons et tambours. Et quand la ville de Noyelles-Godault va être prise en 1935, au municipal de 1935, là par contre, dans la ville natale de Thorez, Henri Darras est battu. Donc, dans les rapports de police qui le concernaient, il était jugé mauvais orateur. Donc, c'est pas très sympa pour lui. Et donc, il est battu par Joseph Beunier, qui était un syndicaliste chrétien, accusé d'avoir soutenu la compagnie des mines de Dourges. Donc, quand Noyelles-Godault passe à droite, on va dire, le club sportif communiste et sa section de clairons et tambours perdent évidemment leur subvention. Et donc, dans les rapports du conseil municipal, c'est qualifié d'association politique. Oui, oui. Et tout à l'heure que par rapport aux campagnes, disons les immigrés, et principalement les Polonais, oui. Voilà, que je me pose, c'est comme tu dis, ce que Boutchou écrivait, il bouffait du curé matin, midi et soir, oui. Et l'église polonaise qui est déléguée des curés, je crois, c'était pas trop la mine qui avait tenté de maintenir les femmes polonais dans leur tradition, et donc il y avait des curés et des femmes polonais qui venaient. Comment les unitaires ont-ils pu pénétrer ce monde mineur polonais influencé par l'Église avec des gars comme Bruchou qui bouffaient du curé? J'imagine qu'ils ont dû mettre de l'eau bénite dans le pinard, hein, parce que sinon c'est pas possible. Hein. Bah, alors tous les Polonais n'étaient pas forcément pas tous. Ils n'étaient pas tous religieux. Notamment aux Oski, notre camarade. Dans tous les Polonais étaient religieux. Dans le Cher, à Rosières, en 1936, le drapeau rouge était béni par le curé. Donc voilà, ça oui, ça s'arrange. Hein. Mais j'ai travaillé aussi. Les prêtres polonais dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, c'est vraiment rien. Ouais. J'ai travaillé un peu aussi sur les questions d'anticléricalisme, sur la libre pensée. Et on a donc dans la galaxie communiste, avec le PC et la CGTU, on a l'ARAC, on a la libre pensée révolutionnaire. Alors, la libre pensée, sachant que la libre pensée, la principale fédération de libre pensée,
est aux mains c'est-à-dire des confédérés, des socialistes. Il y a un vieil héritage anticlérical de la mouvance socialiste et radicale socialiste, et rejoint par les libertaires. Donc, on ne va pas refaire toute l'histoire de la libre pensée, mais on va dire les libertaires et les socialistes se rejoignent dans la libre pensée, tandis qu'il existe une libre pensée révolutionnaire qui fait partie de la galaxie communiste. Et donc qui est quand même assez faible. Qui est très faible, mais on a quand même des rivalités entre les différentes sections de libre pensée. Là, on a des articles assez amusants, on va dire. L'anticléricalisme, il reste quand même assez prégnant dans les milieux communistes à cette époque. À lire en tout cas les articles de l'Enchaîné, ou même les articles de la presse socialiste, il y a quand même, on critique beaucoup les curés, que ce soit chez les confédérés ou chez les unitaires, chez les socialistes et chez les communistes. L'anticléricalisme, il reste quand même assez fort. On critique le curé qui a fait un discours dans son église et qui apporte son soutien pour les élections à la compagnie des mines. Donc ça, Puis il y a le syndicalisme chrétien quand même. Oui, le syndicalisme chrétien aussi. Par exemple, j'ai l'exemple d'une grève dans la métallurgie arageoise en 28, par exemple. Le syndicalisme chrétien va essayer d'organiser la grève et les unitaires vont s'impliquer dans cette grève. Mais les syndicalistes chrétiens disent qu'en fait les unitaires viennent semer le trouble, se mêler d'un combat qui était lancé par eux et finalement semer le trouble avec des revendications démagogiques. Mais quand on regarde la presse de l'époque, il y a vraiment un vrai anticléricalisme. Par exemple, sur la question des enterrements civils, on a plein d'anecdotes. On a une anecdote sur, je pourrais citer une famille. Donc le mari était parti travailler à la mine. Et donc, pendant l'absence du mari, en fait, le curé a réussi à convaincre la femme d'offrir un enterrement religieux à leur enfant de 13 ans qui était mort. Et au retour du mari qui m'a dit hors de question que mon enfant ait un enterrement religieux, mon enfant il aura un drapeau rouge sur son cercueil. Et des anecdotes de ce type, j'en ai trouvé une multitude dans la presse de l'époque, à la fois socialiste et communiste. Donc l'anticléricalisme, ça reste prégnant. Et au moment du Front populaire, avec la main tendue de Thorez aux catholiques, c'est assez intéressant de voir que là, on va se retrouver à front renversé, puisque c'est les communistes qui vont être accusés quelque part d'être complaisants avec les chrétiens, de s'adresser à la JOC, alors, après, sur le plan syndical, on a des appels au calme, par exemple de Quinet ou de Thiebaud, qui disent n'allez pas molester les militants de la CFTC, il faut respecter le syndicalisme libre. On appelle tout le monde à se réunir dans la grande CGT, mais il faut pas, ça ne passera pas par le fait de molester les syndicalistes chrétiens quand vous les rencontrez. Donc, essayez plutôt de les convaincre de la justesse de nos revendications à nous. Donc, comme le PC tient un discours plutôt très modéré sur la question de la CFTC après la main tendue de Thorez et après 1936, et par exemple s'adresse à la JOC, à Avion, par exemple, on a un congrès de la JOC qui va avoir lieu, je ne sais plus, en 1937 ou 1938, à Avion. Donc les socialistes qui ont gardé aussi cet héritage anticlérical vont critiquer les communistes pour ça. Oui, j'ai deux questions. Il y en a une à l'écrit, c'est Bruno Delas de l'IHS 63 qui voudrait des précisions justement sur les rapports entre confédérés et unitaires. En fait, comment s'est passée la cohabitation? Donc, tu as donné des éléments dans ta conférence, mais concrètement, pour le 1er mai, est-ce qu'il y a des manifestations distinctes? Parce que parfois, ils arrivent quand même à échanger, à se rencontrer, à discuter. Alors, c'est des manifestations distinctes et à la fin des années 20, début des années 30, dans la période classe contre classe, c'est des manifestations distinctes où on se tape dessus. Hein. Donc, il y a vraiment de la violence de rue, notamment à Lens, donc en 29 et en 30, on a des manifestations très violentes où la police doit intervenir, il y a des arrestations. Donc, dans les rues, c'est très viril et il y a des vrais affrontements de terrain entre les deux organisations. Très bien. Et puis j'avais une question de Maria Graziani-Meridji de l'Université de Bergame. Je vais peut-être vous passer la parole. Enfin voilà, comme ça, ce sera plus. Maria, est-ce que tu nous entends? On le voit. Ouais. Il faut que tu enlèves ton micro.
Moi, sinon, je vais. Voilà, si. Maria? J'avais envoyé une question par écrit. J'avais envoyé une question, c'est-à-dire à niveau du Nord-Pas-de-Calais, le choix de la CGTU, qui est évidemment chargé de polémiques très vives, souvent, et d'insultes, et tout ça, d'opposition, à faire plutôt à une question de génération, c'est-à-dire un choix de jeunes qui entrent dans le syndicalisme dans les années après-guerre, ou bien on peut le faire remonter peut-être à certaines positions dans l'organisation du travail. C'est-à-dire un choix qui dépend ou de la génération ou de la tradition politique, ou bien de ce qu'on pourrait appeler la composition de la composition de classe. C'est une question générale, évidemment, mais particulièrement vive dans une région aussi importante que le Pas-de-Calais. Oui, alors en fait, il y a les deux. Il y a à la fois la dimension générationnelle, effectivement, les militants qui rejoignent les CSR et ensuite la CGTU au début des années 20 sont souvent des militants plus jeunes, mais il y a aussi cette dimension sociale. La CGTU, elle s'adresse par exemple dans les mines, elle s'adresse aux ouvriers, tandis que les employés, ils vont plus être syndiqués à la CGT ou même parfois aux syndicats libres. Il y a vraiment un vrai clivage dans les mines, par exemple, entre ouvriers et employés. Et on voit ça dans les tracts de l'époque de la CGTU. C'est disqualifiant de dire mais eux, ils sont avec les employés, donc ça veut dire qu'ils sont aussi avec la compagnie des mines. Les employés sont suspectés d'être plus réformistes et plus proches du patronat. En fait. Évidemment. Ou l'insulte suprême, être un syndicat d'intérêt général, par exemple. C'est ça. Oui. Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi de nous avoir introduit dans cette histoire, dans l'histoire. Merci de l'invitation. Bon, forcément, c'est partiel, c'est un travail en cours. Hein, Mais notre chantier sur la CGTU est un travail en cours. Donc, c'est un travail en cours dans un travail en cours. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve le 11 octobre. C'est automne. C'est l'automne. Je n'ai pas encore de date précise cet automne. Alors, le 11 octobre, on aura Stéphane Sirot qui nous parlera de la CGTU dans le bâtiment. Encore une histoire compliquée. Tu dis quoi? Le bâtiment. Alors, le 11 octobre. 11 octobre. La CGTU dans le bâtiment. Plus parce qu'on est marqué par une ville, les terrassiers, jusqu'en 11 octobre. Mais on en reparlera, on le rediffusera. Et après, il y a toute une série de séances ou territoriales ou professionnelles qui continueront un peu comme on a fait avec David Noël. Voilà. Donc, bel été. Bon été, musclez-vous le cerveau pour affronter les dures épreuves qui nous attendent. Voilà, musclez-vous le cerveau. À bientôt.